réanimation de l'hôpital Farhat Hachid de Sousse. عملتوا يعني ما فهمتش علاش دي سيونس في ديسمبر هذوما البلوك دو شيرجي وقتاش بديتوه انتم؟ يا يو ان ديكالاج معناتها احنا مازال انتم البلوك دو شيرجي عملتوا الميتين معناتها المره اللي فاتت دونك المره هذه عملتوا لي سيونس نتاع ليفالواسيون بري اوبيراتوار والدولور تعملوا سيي شكون عملهم؟ نتعرفوا على بعض شنو ما قالكمش اسمه؟ انتم منافس مراه داكور دكتور روضة شريقي داكور باهي نتعرفوا على بعضنا. ابو حماد كمال ابو حماد كمال بريزون. عمارة نور عروس اريش بوعتور ولا بعتور؟ بعتور ايمان بنضو خالد حطوا présent. بربي هو c'est important cette feuille de présence elle est importante. ليه نسأل فيكم أنا؟ كلكم ما تعرفوش. بنحاش حسن سيرين. هنيكي ياسمين. جليتي مسرة. ضوية لينا. دريس محمد بشير. شوية أسامة. خيل آية. نديغي مختار جيت. كيكا سي سا اسمه؟ مختار جيت. مغربية. محمد بل عادل. زوجار أمينة. زرافي سليم. D'accord. Oui. C'est en fait chirurgical معناتها la réanimation en milieu chirurgical نجموش نقسموها en fait du monitorage on fait une prescription post-opératoire qui est systématique et on surveille, détecte et traite des complications post-opératoires. Donc c'est la même séance. On va dépasser les 5 minutes. ماهيش نتاع كيراتين ماهيش نتاع ثيرابي. Donc les deux séances اللي نحكيو عليهم on va les traiter sous forme de cas cliniques naturellement. On va faire le tour. Je suppose que les cours sur la plateforme, donc les tours, où vous aurez certainement des questions à nous poser. C'est le même. هو هذيك الكور اللي على البلاتفورم هو سي لا réanimation en milieu chirurgical. Je parle de la réanimation en milieu chirurgical. C'est la prise en charge post-opératoire des malades. Donc le monitorage, la prescription post-opératoire systématique et la détection, prévention, prise en charge des complications post-opératoires du moins les plus fréquentes. Donc c'est la même séance. Et dès qu'il y a la réanimation en milieu chirurgical. Je suppose qu'il y a des acquis, mais l'évaluation préopératoire, et donc l'évaluation préopératoire, on a une évaluation qui est liée au terrain, on va préparer un terrain, on va évaluer un terrain, on va l'évaluer, et ça sous-entend que cette évaluation du terrain impose une certaine prise en charge en post-opératoire. Un monitorage particulier, par exemple un diabétique qui doit absolument, chez qui on doit absolument surveiller ses chiffres glycémiques en post-opératoire, chez qui on doit prescrire de l'insuline ou du traitement antidiabétique oraux post-opératoire. Donc il y a déjà l'évaluation préopératoire, c'est l'évaluation liée au terrain. On évalue le terrain, le patient et on évalue les risques liés à la chirurgie. Un risque lié au patient de chirurgie. Certains terrains qui posent problème, les patients ont une classification ASA pour deux, t'as quoi une classification ASA avec anesthésiologie, et c'est qui m'a un critère prédictif. Il y a les malades qui imposent plus de prudence, de prise en charge
ou plus de rigueur. Et donc, ces terrains particuliers, on doit les évaluer, les préparer certainement, on va arrêter des traitements, on va poursuivre des traitements, et on va en post-opératoire prescrire une prescription particulière, une surveillance particulière, afin d'éviter les complications liées à ce terrain. Il y a un diabétique qui décompense son diabète en post-opératoire. Il y a également la préparation liée à la chirurgie, une chirurgie abdominale, notre patient qui va être opéré pour une lithiase vésiculaire simple ou une hernie incunale, une chirurgie simple le risque de complications est moins important, qui va notre à une chirurgie colique importante, liée au champ, une hémicolectomie avec des anastomoses particulières. Et c'est une chirurgie là où on a des complications post-opératoires liées à cette chirurgie. Très important, il y aura des éléments certainement à surveiller, que ce soit sur le plan clinique ou paraclinique. Voilà, c'est clair? Donc, j'imagine l'évaluation, vous avez quelques petits acquis, l'évaluation du terrain, l'évaluation du coronarien, l'évaluation de l'hypertendu, quel traitement poursuivre, quel traitement arrêter, les risques liés à certains terrains, c'est bon? Comme de quelque chose de l'acquis, donc, on va commencer par le premier cas clinique. كنت تسألني حاجة أي قولوا لي وريهم لي. Donc, premier cas clinique, il s'agit d'un patient âgé de 45 ans sans antécédents pathologiques notables qui est opéré pour une lithiase vésiculaire simple sous anesthésie générale. C'est la technique anesthésique qui a été choisie, sans incident, aucun incident péropératoire, avec un réveil, une extubation autorisée sur table opératoire. Allez. C'est la chirurgie qui impose la technique anesthésique. Le choix de la technique anesthésique en lui-même, il est imposé d'une part par le terrain et d'autre part par la chirurgie. Une chirurgie abdominale, chirurgie biliaire, la rachi-anesthésie maximum, on va bloquer des nerfs. C'est un bloc sensitivo-moteur où le niveau souhaité pour faire une chirurgie laparoscopique, une celluliochirurgie, mais un niveau T4. Un niveau T4, c'est une atteinte des muscles respiratoires et donc la rachi-anesthésie va être insuffisante pour faire cette chirurgie. Donc, la technique anesthésique n'est pas uniquement choisie en fonction du terrain, mais également avec le type de chirurgie. C'est la chirurgie qui impose également le type d'anesthésie. Contrairement à ce qu'on pense, la rachi-anesthésie, si vous avez des... les techniques anesthésiques, les techniques anesthésiques, spécialité anesthésie réelle. Les techniques anesthésiques, contrairement à ce que tout le monde pense, la rachi-anesthésie ou les techniques d'anesthésie loco-régionale ne sont pas anodines. Parfois, on est plus en sécurité avec une anesthésie générale. On assure une meilleure stabilité hémodynamique, respiratoire, une gestion des voies aériennes. On a plus de sécurité, plus de calme, que ce soit pour nous, anesthésistes réanimateurs, ou pour le chirurgien avec une anesthésie générale. Ce n'est pas vraiment le paradis, cette rachi-anesthésie. Et personnellement, la rachi-anesthésie, en tant que médecin, surtout pour l'obstétrique, pour les césariennes, pour ne pas priver les femmes enceintes de ce vécu d'accouchement. Une anesthésie générale pour une césarienne, donc elle ne va pas vivre cet événement heureux, mais sinon, dans le reste des situations, ou surtout qui où les patients anxieux, ce n'est pas vraiment la technique idéale ou elle est de choix. Moi, personnellement, j'opterai toujours pour une anesthésie générale. Anxieuse. Donc, quels sont les éléments de la prescription post-opératoire chez ce patient? Il a 45 ans, il est sans antécédents pathologiques, il est opéré pour une lithiase vésiculaire simple. Quel est le SMIC ou la prescription post-opératoire minimaliste chez ce patient? On va surveiller quoi? Très bien. Donc, on va surveiller. Comment on surveille l'état respiratoire? Et on n'oublie jamais la clinique. Voilà. Coloration de le patient. Et deuxième élément de la prescription, monitorage. Premier élément, c'est le monitorage. Deuxième élément,
C'est bon, on a monitoré. Deuxième élément de la prescription post-opératoire après monitorage. Elle n'est pas systématique. L'analgésie, très bien. L'analgésie, c'est un volet très important de la prescription post-opératoire. Avec l'analgésie, tout le cours d'analgésie, un malade qui a mal risque de... Qu'est-ce qu'il risque? Il risque de décompenser des pathologies préexistantes. Il risque d'avoir des complications cardiovasculaires chez un coronarien. Il y aura une tachycardie, donc il y aura une augmentation des besoins énergétiques du myocarde. L'objectif, chez un coronarien, est d'adapter cette balance entre apport en oxygène pour les coronaires et le besoin. Une tachycardie, ce myocarde, via ses coronaires, aura besoin de plus d'oxygène que l'état basse. Et donc, on va éviter cette tachycardie, on va maintenir cette balance énergétique du myocarde, balance entre besoin et apport réel en oxygène. Voilà. Il y a un autre risque de complications, surtout respiratoire, surtout chirurgie abdominale. La chirurgie abdominale, il évitera de tousser, il limitera sa course diaphragmatique, il y aura certainement des atelectasies, donc un risque de pneumopathie, surtout chirurgie abdominale lourde. Et donc, n'oubliez jamais, en tant que formation initiale de médecin de famille, cette prise en charge de douleur. Les médecins, un des objectifs de ça va passer. Non, on est là pour soulager les malades. Donc, comme le coach en milieu chirurgical, n'oubliez jamais de soulager la souffrance des malades. Moi, en tant qu'anesthésiste réanimateur, dis ma propre spécialité interne, il n'y a pas que l'anesthésie réanimation, il y a l'anesthésie et l'analgésie. Un malade qui souffre en post-opératoire, c'est un échec de prise en charge. C'est un échec de prise en charge, il gardera certainement, mis à part ces complications, il gardera un très mauvais souvenir de cette douleur post-opératoire. Il y a les douleurs, il y a les nausées, vomissements post-opératoires. Également, on en garde un très mauvais souvenir. Du tout. Ils n'ont pas le droit de souffrir. Ah, ça D'après Charlie, on a presque 100% des chefs de prise en charge. Les blocs, il y a un secteur public, le secteur privé, le secteur privé, c'est autre chose. Le secteur privé, tu as plus de moyens, tu as plus de monitorage, tu as plus d'équipes qui. Leurs besoins sont adaptés à les besoins internes sont adaptés à leurs ressources. On ne peut pas, surtout les grands centres, les hôpitaux universitaires, on ne peut pas adapter nos besoins au débit qu'on a quotidiennement. Donc, comment pouvoir gérer tout ça? C'est en ayant des salles de réveil, des salles de surveillance post-interventionnelle systématiques dans tous les blocs opératoires. Ces salles de surveillance post-interventionnelle, du coup, dans le canon interne, elles ont obligatoirement, tout bloc opératoire, il est associé à une salle de surveillance post-interventionnelle. Sinon, si jamais on a des complications, je vais parler de l'étage, je vais parler de bloc, il y a pas le troisième étage de la chirurgie, il chante le premier étage, il y a le troisième étage. Si jamais il y a une complication, surtout post-opératoire immédiate, si jamais il y a une complication respiratoire, un événement dans le post-opératoire immédiat, là, légalement, on est responsable d'un événement réveillé. Donc, c'est vrai qu'on est à 100% d'échec de prise en charge, les hôpitaux, les balles surtout. En post-opératoire, puisque tu ne peux pas assurer un monitorage adéquat, c'est que tu ne peux pas assurer une analgésie adéquate. Souvent, des morphiniques, les mettent en présence d'un personnel infirmier ou les monitorage de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque, pour détecter précocement les effets indésirables, mais en même temps, avec l'antidote, si jamais il y a une complication, ou il y a un surdosage, je sortis l'antidote, je sortis l'oxygène. Donc, réellement, on est à 100% d'échec de prise en charge.
Donc, deuxième élément de la prescription post-opératoire, on a le monitorage et les systématiques. Monitorage minimaliste, tension artérielle, fréquence cardiaque et les gastriques hémodynamiques. Des images ainsi comme la clinique, elle est très importante. Apprenez dès le jeune âge de ne pas se limiter uniquement au monitorage et l'appareillage. Ayez des petits réflexes simples. Là, je maîtrise le brassard, ça va une tension à 7-10, à 7-5, l'hypotension. Et des petits réflexes de mettre la main sur le cou, mais sur le confirme. Si on a un cou bien frappant, ça nous rassure déjà de vérifier le temps de recoloration et de vérifier si les extrémités sont chaudes et de communiquer avec un patient. Un patient qui a 7-5 de tension ne peut pas parler, ne peut pas être connecté sur le plan neurologique, on n'a pas une perfusion cérébrale adéquate. Donc, ayez ces petits réflexes pour ne pas passer باش ما تظهروش شويه ديبيل وقت اللي انت تتبجع على مريض هو réellement il nécessite pas الفجعه الكبيره بتاعك خاطر انت tu fais uniquement للبراسار والا اي دي بتي ريفلكس تحط يدك على الفم تاع المريض كيما كبر القدم الكبار حطوا يدهم على الفوق فوق bien frappant extrémité chaude le malade il est bien connecté déjà ça te rassure voilà. Donc, premier élément, c'est le monitorage. La réhydratation, c'est les apports hydroélectrolytiques. En fait, on aura souvent des patients à jeun. À jeun, pourquoi? Pour éviter les nausées, vomissements post-opératoires, parce qu'on a des nausées, vomissements post-opératoires, que ce soit, mais les morphiniques qu'on utilise, des drogues anesthésiques augmentent les nausées, vomissements post-opératoires. Donc, il faut qu'il soit à jeun, post-opératoire, le temps qu'il récupère ses réflexes de protection. Je pense que ces réflexes de protection, normalement, il protège, neurologiquement, il y a un parabole de langage. Est-ce que ton malade protège ses voies aériennes ou elle هذا في الريفاي anesthésique باش نلقاو مزيد plus ou moins sédaté, مزيد موجي سيرفي. Un des réflexes باش نقولوا il est bien نشوفوا est-ce qu'il protège ses voies aériennes. شنو هما les deux réflexes؟ هما c'est le réflexe de déglutition يبلع ريقك et le réflexe de tour احنا automatiquement كي باش تعدي لك الماكله في الكارفور aérien راه اوتوماتيكمون احنا باش نشربوا هذيك هو اسمه لو ريفلكس دو تو الشرقه اللي احنا فايقين باش تعطي لنا حاجه بالتراشي باش نكحوا c'est le réflexe de tour et de la déglutition. Et donc les premières heures, que ce soit le chirurgien, bon moi généralement le chirurgie abdominale, les patients seront à jeun حتى 24 heures au lac الساعات يديو عندهم des anastomoses. يقولوا pas mal des chirurgiens, ils évitent ça. Ce qui est recommandé, nous on alimente précocement le malade, et dans le contexte de la réhabilitation post-opératoire immédiate, qui mange le cours, qui puisse en fait revenir les malades le plus rapidement possible à leur état normal, mode de vie, quelle est lunette, la lunette, de prothèse, tu fais revenir la puissance médicale précocement, déambulation elle est précoce, l'analgésie elle est précoce par voie orale, tout ce qui est dispositif de perfusion pour que le patient reprenne le plus rapidement possible une certaine autonomie qui réduira certainement la durée de séjour en milieu hospitalier et par conséquent réduira le risque de complications post-opératoires et surtout des complications qui seront liées au terrain. كل ما تراجع للمريض le traitement habitué le plus rapidement possible, كل ما tu as un risque moindre de complications, de décompensation de date. كل ما تفيقوا بكري وتمشي على تقييم بكري كل ما il y aura un risque moindre de complications thromboemboliques, le risque de thrombose. Voilà. C'est clair? Le cours قريتوه بالإيدين. Entre-temps, s'il y a des questions في الcours, تسألوني. Donc, analgésie multimodale, d'une part, c'est le confort du patient. D'autre part, c'est d'une part, c'est le confort du malade. D'autre part, ça réduira les complications post-opératoires, que ce soit thromboembolique, le malade qui n'a pas mal
bougera le plus précocement possible. Respiratoire, il aura un bon réflexe de tout. La course diaphragmatique ne sera pas limitée par cette douleur et donc moins de risque de complications respiratoires et moins de tachycardie, moins de consommation d'oxygène, moins de complications cardiovasculaires post-opératoires. On récapitule avec la réhabilitation post-opératoire précoce. Nous allons vous le concept de réhabilitation post-opératoire précoce. C'est fast surgery. Fast surgery, c'est les suites post-opératoires rapides. Alimentation le plus précoce possible, relais par une analgésie par voie orale le plus rapidement possible, déambulation précoce, il ne doit pas avoir mal pour déambuler le plus rapidement possible et donc moins de complications thromboemboliques, reprise des habitudes de vie, ablation de sonde physicale, ablation de sonde nasogastrique s'il y en a le plus rapidement possible, ablation des drains chirurgicaux rapidement possible. Ça nous interviendra plusieurs complications, ça réduira certainement la durée d'hospitalisation au milieu hospitalier et donc ça réduira le risque de complications post-opératoires et en particulier les infections nosocomiales qui sont liées aux soins. كل ما باش تخلي البرانيول كل ما عندك ريسك تاع كل ما باش تخلي المريض بالسوند نازوغاستريك كل ما tu vas le gêner كل ما باش تخلي السوند فيزيكال كل ما عندك risque d'infection urinaire et donc tu vas augmenter le risque d'infection nosocomiale. Et donc par conséquent ça va augmenter la mortalité périopératoire. Voilà. Cas clinique, il s'agit d'un patient âgé de 52 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui est opéré pour une hémicolectomie gauche, avec anastomose colo-anal, avec réveil et extubation sur table opératoire. A priori, il n'y avait aucun incident, que ce soit anesthésique ou chirurgical en péropératoire. À J5 post-opératoire, il y a eu apparition d'une douleur abdominale diffuse avec un ballonnement abdominal. À l'examen clinique, c'est un patient qui est conscient, bien orienté, une tension en 6, une fréquence cardiaque à 120 battements par minute, une fréquence respiratoire à 18 cycles par minute, une saturation pulsée en oxygène à 94% et l'examen abdominal montre une sensibilité abdominale diffuse. Pour commencer, interprétez-moi cet examen clinique. C'est en rapport avec la tension normale du patient, c'est pas... A priori, elle est normale. Fréquence cardiaque. Il y a une tachycardie. La fréquence respiratoire est normale. Il est légèrement polypnéique et la saturation, elle est... Il désature, oui, exactement. Et l'examen abdominal, il montre une sensibilité abdominale diffuse. Quel est le diagnostic le plus probable? C'est une péritonite, le diagnostic le plus probable. Apprenez qu'en post-opératoire, une chirurgie abdominale lourde, elle est, mis à part l'abdomen, on peut avoir des plaintes respiratoires, surtout respiratoires, et rappelez-vous toujours que ce thorax, il est le miroir de l'abdomen. Rappelez-vous, il y a un cantiche, il y a toujours une discussion entre le médecin anesthésiste réanimateur, le réanimateur qui prend en charge ce malade en post-opératoire, et du chirurgien qui va tout faire pour éviter cette complication ou de se dire que cette complication existe. Sur le plan pratique, ce thorax, il est le miroir de l'abdomen. Si l'abdomen, s'il y a la moindre complication respiratoire, en post-opératoire, il faut toujours vérifier la chirurgie. En post-opératoire immédiat, les 7 premiers jours, il y a une décompensation de taille, il y a une problématique ici. En premier lieu, il faut innocenter l'abdomen ou le foyer chirurgical. Si on a un patient choqué, certainement, il est opéré pour chirurgie orthopédique, premier réflexe, et en post-opératoire, il faut innocenter le foyer chirurgical. Le problème, il est autre que la chirurgie. Si on passe à côté d'une complication chirurgicale, c'est la mort certaine. Oui, pour moi, c'est les morts évitables, les traces. Voilà.
une péritonite post-opératoire. Donc, quelle est votre conduite à tenir? Quelle est votre conduite à tenir face à cette situation? C'est une péritonite. فاهم الفرق ما بين appendicite péritonite؟ عملتوا ستاج للشرجي؟ خاطر اني قبل في وقتين كان يقريهم نفس الشخص ناخذوهم زوز دي بوليكوب يقعدوا شكشوكه زرقاء شكشوكه زرقاء حتى لين يجي نهار تتحل الازمه. S'il y a des questions sur le type de chirurgie, راني je suis là. باهي باش تقعدوش هيك كفلو. L'appendicite, toute chirurgie abdominale ou tout événement abdominal peut se compliquer par une péritonite. Dans ce contexte particulier, on parle d'anastomose. علاش ملي عمل péritonite خاطر l'anastomose elle a lâché. Donc il y aura une fuite de l'abdomen, le péritoire, le contenu, les intestins. L'appendicite qui est vide, l'appendicite c'est quelque chose, il peut se perforer quand il y a un vol d'artère blanchâtre et se compliquer d'une péritonite. On est dans le contexte particulier d'une péritonite post-opératoire. La péritonite post-opératoire, c'est une complication de l'acte chirurgical lui-même. C'est lui qui a causé cette infection du péritoire. Okay? Donc, quelle est votre conduite à tenir? Tout le temps là. Vous êtes sûr que c'est une péritonite? Non. Confirmez tout d'abord. Et donc, on aura une biologie à faire automatiquement pour voir est-ce qu'il y a des désordres hydroélectrolytiques, est-ce qu'il y a une anémie, est-ce qu'il y a... Maintenant, on aura des éléments en faveur. Quelles sont les conséquences de cette péritonite? La péritonite post-opératoire, c'est une infection sévère. Elle peut causer cette infection sévère une défaillance des différents organes, en particulier et surtout le plus fréquent, et également c'est un petit miroir de ce qui se passe à l'intérieur, c'est le rénal, c'est l'atteinte rénale, c'est les conséquences de cette infection. C'est une infection sévère chez un terrain particulier, néoplasique, et certainement c'est une chirurgie lourde, c'est un patient dénutri pendant 5 jours hospitalisé, tout ça c'est des facteurs qui peuvent aggraver la situation chez notre patient. Et donc, ce petit bilan nous permettra d'avoir une petite idée sur le retentissement. C'est LFS pour avoir une idée sur les blancs, ces globules blancs qui vont confirmer une hyperleucocytose qui confirmera, elle nous renforcera notre suspicion diagnostique en métastase à une infection post-opératoire. La CRP, actuellement, on a avec nous la procalcitonine, c'est un marqueur d'infection. Procalcitonine qui fit notre groupe, c'est un des bilans de notre groupe. Mais je mange tout court, donc voilà, bonjour de la procalcitonine, l'infection post-opératoire pour. Donc, ce petit bilan aura d'une part nous permettra de renforcer notre suspicion diagnostique et d'autre part d'avoir une idée sur le retentissement de cette infection sur l'état général du patient. Et quel est l'examen complémentaire du choix qui confirmera le diagnostic? La TDM. En post-opératoire, oubliez l'histoire de l'échographie abdominale. En post-opératoire, l'échographie abdominale, elle est impossible la réalité ou impossible à interpréter avec l'épanchement intra-abdominal qui sera systématiquement mangé, avec le ballonnement abdominal qui est là, certainement, il va empiéter sur la qualité de l'image et donc le seul examen qui permettra de confirmer le diagnostic, c'est la TDM abdominale. La TDM a montré un aspect en faveur d'une péritonite post-opératoire et quelle est votre conduite à tenir? Réintervention. Deuxième élément. La réintervention chirurgicale fait un lavage ou drainage. Et l'antibiothérapie, c'est une infection post-opératoire. Donc, deux éléments très importants. Reprise chirurgicale qui sera une toilette péritoniale avec éventuellement une stomie, plus une antibiothérapie probabiliste meloul qui visera plusieurs germes qu'on adaptera par la suite en fonction du prélèvement péropératoire et
bien sûr, l'hospitalisation, la réhydratation, correction de tous les troubles hydroélectrolytiques qui sont là. C'est clair? C'est plus grave, risque qui change comme un patient qui est fébrile en post-opératoire. Le plus grave est de passer à côté d'une complication chirurgicale. En éliminant une complication chirurgicale, on parle des diagnostics possibles, l'infection urinaire, des bénignes, une pneumopathie, éventuellement une pneumopathie d'inhalation indiquée une tâche difficile en opératoire de lèche pratique, ou à la l'infection anesthésique interne, il peut inhaler, il y a en occlusion ou la hache. Et le plus grave et l'impardonnable est de passer à côté d'une complication chirurgicale. Donc, encore une fois, j'insiste, face à une suspicion d'infection post-opératoire, un malade septique, fébrile, avec ou sans défaillance d'autres organes, en particulier respiratoire, hémodynamique ou rénal. Première étape de la démarche diagnostique et thérapeutique est d'éliminer une complication chirurgicale. Une fois on a une santé, le site opératoire, quel que soit le choix, le site opératoire, abdominal, orthopédie, neurochirurgie, quel que soit une fois on a une santé, le site opératoire, l'aider au cadre de démarche diagnostique linéaire. Je trouve une infection linéaire, je trouve une crise. Et le plus bête est de commencer par les extras. Moi, ça change totalement la donne et le pronostic de la prise en charge. Une péritonite post-opératoire, mais ce qui va une bénite là. C'est loin d'être la même chose. Une péritonite post-opératoire, c'est loin d'être une infection de nerf. Moi, le pronostic il change totalement. C'est clair? Troisième cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 60 ans, hypertendue sous traitement. Elle est bien équilibrée en préopératoire. Elle est obèse, opérée pour prothèse totale du genou, sous rachianesthésie. C'est une intervention qui s'est déroulée sans incident. En post-opératoire, la patiente a été mise sous anticoagulant à dose préventive et elle a été mise sortante. AJ3, post-opératoire. AJ7, post-opératoire, apparition d'une douleur au niveau du mollet gauche. Quels sont les autres éléments de l'examen clinique qui sont à rechercher systématiquement chez cette patiente? Il s'agit d'une patiente âgée de 60 ans qui est hypertendue, sous traitement, qui est bien équilibrée. Elle est obèse, opérée pour une prothèse totale du genou, sous rachianesthésie. C'est une chirurgie qui s'est déroulée sans incident en post-opératoire. Elle a été mise sous anticoagulation et à dose préventive. Et à J3 post-opératoire, elle a été mise sortante chez elle. Il y a eu apparition d'une douleur au niveau du mollet gauche. C'est la thrombophlébite. Si tu as le diagnostic en étant méthodique, on est devant deux cas de figure. Quand on est face les complications thromboliques, soit quand on est face à une patiente qui est en détresse respiratoire, comme le cas clinique, autrement, une patiente obèse qui fait tendue sous traitement, qui s'est fait opérer pour une prothèse totale du genou, sous rachianesthésie, sans incident, elle a été mise sur un J3, sous anticoagulation à dose plurale. Et à J7 post-opératoire, appel des urgences pour une détresse respiratoire. Là, je parlerai de l'embolie. Par contre, là, beaucoup plus simple. Pour qu'on minimaliste, tu es le médecin de famille et tu es appelé pour ta patiente en post-opératoire, elle est chez elle, patiente elle est suivie à chaque consultation pour une HTA, où tu identifies plutôt l'état où j'ai été en mode d'évaluation, tu l'as rassurée en préopératoire, tu as adapté ses traitements antihypertenseurs, tu l'as équilibré par le médecin anesthésiste déjà, et tu en tant que médecin de famille, et les trucs. À J7 post-opératoire, intitulé le patient qui est à Charlotte, ou certainement, tu as cette patiente qui est là des facteurs de risque particuliers, pour cette chirurgie, ou l'IMCFD en tête, qui m'a retenu.
نجم يكون لابيل كان جيت انت في التعمد ولابيل يديك وديتريس ريسبيراتوار. لا بروميير ديagnostic à éliminer اللي هو رقم في l'embolie pulmonaire. وقتها l'embolie pulmonaire, une fois que tu as suspecté le diagnostic d'embolie pulmonaire, tu vas confirmer le diagnostic et surtout tu vas rechercher l'étiologie de cette embolie pulmonaire. Tu vas évaluer tous ces axes vasculaires. Je trouve les mollets, je trouve les membres au sud, un petit thrombose, le plus fréquent à l'idée ou à un thrombose de membre inférieur. Donc tu vas examiner automatiquement les mollets internes. Là, tu es dans un autre cas de figure beaucoup plus simple. Elle a des douleurs au niveau de son mollet gauche. Et donc, l'examen clinique, d'une part, on a des signes à rechercher qui vont confirmer, qui vont consolider nos idées. Le signe qu'on va rechercher. Signe 2. Oh. Bonjour. Signe de hommage. Ça coule le signe. Ça coule les chaque. Douleur à la flexion du pied. Sort à douleur au niveau du mollet. C'est vrai que c'est le signe de l'examen clinique. On a également, on a les signes. Et évaluer surtout l'état respiratoire et l'hémodynamique de la patiente. Ce qui fait une thrombose veineuse peut faire une embolie pulmonaire. Voilà. Donc on peut être confronté à deux situations, soit qu'elle est en détresse respiratoire, c'est l'embolie pulmonaire, on recherchera l'étiologie en évaluant les axes vasculaires de la patiente, soit quand on est face à une thrombophlébite, on a des signes en faveur de la thrombophlébite, cet élément de l'examen clinique est le signe de Homans, et il va consolider cette idée, et on vérifiera systématiquement si cette patiente a des limbes respiratoires, par exemple, il y a une migration d'embole, et donc cette patiente est toujours à risque d'embolie pulmonaire. Voilà. Prise en charge thérapeutique, examen complémentaire, qu'est-ce qu'on fait? Examen complémentaire de référence, écho de membre inférieur. En post-opératoire, les décimères, et l'aménagement d'un cadre salarié, l'intérêt des décimères, surtout pour les patients qui ne sont pas opérés et qui font partie d'un algorithme décisionnel aux urgences. Voilà. Ça, au Covid, je vous montre. Ça, c'est un marqueur d'inflammation. Je vais un peu travailler avec Bien. Donc, examen complémentaire de référence, le signe de Homans était positif chez cette patiente, donc c'est une thrombophlébite. L'examen clinique était normal, a priori, il n'y a pas eu de migration d'embole. Et le traitement anticoagulant, il vise à quoi? L'anticoagulation, la thrombolyse. Le traitement anticoagulant, on va dire, il vise l'extension du thrombus. Elle ne dissout pas, ce n'est pas le traitement magique, c'est la thrombolyse. Les embolies pulmonaires, c'est grave, avec des défaillances, surtout avec une choc cardiogénique, avec une atteinte du cœur, avec un retentissement sur le cœur. Ou une thrombolyse. Et l'anticoagulation, son rôle essentiel est de limiter l'extension du thrombus. Je vais aller parler de l'anticoagulation. Les parines non fractionnées, et puis par la suite, il y aura un relais avec les antivitamines K. Délégation des antivitamines K, 48 à 72 heures. Le délai d'action, ou kiff. Quand on arrête les antivitamines K, on a 48 à 72 heures pour avoir l'élimination du produit. Le monitorage des produits internes, les parines non fractionnées, je pour la dose elle est efficace pour HLM. Les parines non fractionnées, on va tout bloc médecine, normalement t'as tout. Et dès qu'il y a des antivitamines PPINR, normalement les antivitamines K, TCA. C'est bon? C'est bon?
Dernier cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans, diabétique, sous insuline depuis 10 ans, elle est bien équilibrée, elle est opérée pour une lithiase vésiculaire simple qui s'est déroulée sans incident avec un réveil et une extubation sur table opératoire. Quels sont les éléments de la prescription post-opératoire chez cette patiente? ما عندها حاجة particulière cette patiente. Non? Surveiller la glycémie et éventuellement donner de l'insuline en post-opératoire afin de l'équilibrer. Monitorage de la glycémie, ça ce qui est particulier, réhydratation, une analgésie multimodale qui marque l'air, prévention de la maladie thromboembolique veineuse, réhabilitation post-opératoire précoce qui m'amstésie. Post-opératoire, il y a eu apparition d'une polypnée avec respiration ample et profonde. Cette respiration ample et profonde, c'est ça? Tampos. Quel bloc de médecine? Quel bloc de médecine? Vous êtes censé connaître. L'orthopnésie. C'est la fréquence. L'hyperpnée, j'ai hyper, pnée, c'est une fréquence respiratoire élevée. Ça ne me pas chez la l'orthopnésie. C'est la dyspnée au diffuse dorsal. Et puis il y a surtout une rarouha. Le démégule des poumons. D'une façon générale, les insuffisants cardiaques avancés, leurs poumons sont assez humides. Une des questions qu'on leur pose, c'est c'est des malades tolèrent mal des cultures. Et dit que ça m'a orthophnée. Ou la respiration entre les 30 ans de 2, plus. Touche diabète. De clair. L'examen clinique note une patiente somnolente, une tension à 11,7, une fréquence cardiaque à 120 battements par minute, pas de signe périphérique de choc. Je nous les signes périphériques de choc. Rien ne vaut la clinique. Rien ne vaut la clinique. Sous les extrémités du malade, on garde un contact très étroit avec le malade. Les anomalies, les manjoudines pour l'examen clinique avant de se lier au monitorage. Ça, c'est très important. Une glycémie au doigt à 4 grammes, une acétonurie, glucosurie, 4 croix d'acétone, les urines, et 3 croix de glucose dans les urines. Niveau de diagnostic, c'est une décompensation acidocétosique de son diabète. Ça aurait pu être autre chose, hein, décompensation acidocétosique ou l'autre chenille, hyperosmolaire. Niveau de conduite à tenir. Elle est polyclinique. Elle n'est pas polyclinique parce qu'elle est hypoxique. Elle est polyclinique. Elle est polyclinique pour essayer de compenser. Un pH est égal à pKa plus le c'est le 3 mois sur CO2. Une acidose métabolique, un pH qui est bas. Pour pouvoir adapter la situation, je
يعمل الملات doit immédiatement hyperventiler. Et donc, cette hyperventilation, cette polypnée, c'est un moyen de protection du patient. Quand ils sont polypnéiques, tu as l'impression que c'est une détresse respiratoire. Il faut voir c'est quoi cette étiologie. Et la polypnéie, ces signes de détresse respiratoire, en fait, c'est des moyens de défense pour pouvoir équilibrer son pH. C'est le deuxième hasard d'arrêt de pH normal. Le mouche, ce qui se passe. Le prémoméban, c'est ça. C'est une acidose métabolique par libération de corps cétonique. Donc, le pool de bicarbonate interne, il est bas. Pour équilibrer ce pH sur les signaux, le pool de bicarbonate bas, c'est un des principaux tampons dans l'organisme. Il va tamponner les corps cétoniques et les mangeotines. Donc, le pool de bicarbonate qui mange dans la fitane, il est à plat. Pour remédier à ça, on a un seul objectif, et d'avoir un pH correct. Pour avoir un pH correct sur les signaux, automatiquement, ça va hyperventiler. Et donc, on intube cette malade par excès, la somnolence, elle est polypnéique, elle est en détresse respiratoire. Cette patiente a fait une embolie pulmonaire ou elle a nécessité l'intubation. Or, il faut passer quelques minutes, raisonner face à cette situation et voir ce qui s'est passé. Et donc, un des éléments les plus importants est de vérifier l'état post-opératoire. Notre patient en post-opératoire peut décompenser cet état préexistant. Donc, il y a une patient diabétique qui a subi un stress, lié à la chirurgie, lié à l'anesthésie. Ce stress peut faire décompenser ces pathologies préexistantes, en particulier sans diabète. Et donc, face à ces polypnées, face à ces détresses respiratoires, on doit automatiquement penser à cette décompensation de sans diabète, en particulier l'acidocétose diabétique. Madame, l'étiologie est connue, la décompensation, le stress post-opératoire. Justement, prochaine question. Est-ce que l'étiologie, elle est connue? Est-ce qu'elle est connue? Une règle de. Normalement, en post-opératoire, notre malade, il est bien pris en charge. On n'est pas à 100% d'échec dans la théorie, on est à 100% de réussite. Donc, en post-opératoire, notre patiente, elle a été bien prise en charge. Elle a reçu son traitement, elle a été bien suivie. Et donc, ayez toujours en tête qu'une décompensation de tas fait obligatoirement rechercher une complication chirurgicale post-opératoire. Dans les règles de l'art, qui donnent la prescription post-opératoire anti-inflammatoire, et on suppose qu'elle est juste, la patiente interne elle a été correctement prise en charge, l'insuline l'alimentation عمل déambulation les abords et donc elle n'a pas le droit de décompenser. Qui est bien équilibré. Donc, à chaque fois où on a une décompensation de tas, ayez en tête, une rubrique il y a une complication chirurgicale qui a causé cette décompensation de cette arbre. Voilà. Et la prise en charge, je parle de la réhydratation en gaz immunothérapie. Et bien sûr, en cherchant éventuellement une cause de décompensation. Voilà. Si on est diabétique d'une façon générale, qui gît aux urgences, ou quand tu le prends en charge, tu as les mots comme je vais être endocrino. C'est vrai que le diabète est décompensé. DIMA, rechercher une cause de décompensation. Pour nous, dans le contexte chirurgical, une raison de décompensation, c'est une complication chirurgicale, post-opératoire, une affection post-opératoire. Le stress, la chirurgie, alors on est là pour les soulager. Atténuer les antalgiques correctement. Elle a été prise en charge correctement, un suivi, réhydratation correcte, elle n'a pas le droit de décompenser ou à équilibrer l'eau. Une chirurgie à froid chez un patient qui n'est pas équilibré. Donc, on a toujours en tête cette idée de complications chirurgicales. Dans un autre contexte, aux urgences, il faut rechercher une cause de décompensation. Est-ce qu'il y a eu un échec, une absence,
une absence de traitement ou un écart de régime alimentaire ou bien sûr, dans le contexte en dehors de la chirurgie, on recherche une infection associée qui fait décompenser ces tâches. Soit, c'est clair, des questions. عملت استبيان كيس بيسد ليرنينج عملت استبيان مع عندكم ككلينيك عندكم ان كونسيبت وتخرجوا لي كونسيبت زدتوا كونسيبت معناتها تريتمون ابارتيغ دان كا كلينيك اللي انتم تعملوا بصح خرجوا كونسيبت سنترال معناتها اني كي نعطيكم لي ديابيتيك اللي هما نعطيك ديابيتيك اللي اوبيري pour une chirurgie abdominale, le concept central, c'est la prise en charge péro-opératoire. Le concept central, c'est la prise en charge péri-opératoire d'une liquide disciplinaire. Les petits concepts l'évaluation préopératoire, la préparation préopératoire, la prise en charge péro-opératoire ou la prise en charge post-opératoire. ديما انتوما ايه en tête اللي احنا في الريانيماسيون en chirurgicale عندنا une évaluation pré liée au thème liée à la chirurgie عندنا une prise en charge péro-opératoire liée en risque des complications pneumomédicales surtout في chirurgie وعندنا une prise en charge post-opératoire اللي هي le monitorage, la prescription post-opératoire, la réhydratation, la prévention de la maladie thromboembolique, la réhabilitation post-opératoire وعندنا le volet complications post-opératoire et leur prise en charge. Voilà, c'est clair? Des questions? Oui. Ah, vous avez une question. Un déplacement céphalique, un déplacement céphalique ou l'injection anesthésique, il y aura un déplacement déjà de position opératoire, rien que le dosage, surtout un détomètre, diaphragme chef à court. Tout le diaphragme qui a un déplacement court, tout le il y a un risque d'apélestation. Il y a des tumeurs, les risques Et comment vous avez la durée de l'anesthésie de la chirurgie? Par contre, selon le type de chirurgie, cette incidence est réduite chez les plus c'est un vous m'avez dit les vomissements post-opératoires, il y a c'est des études statistiques. Les tumeurs, ils font moins de noter vomissements post-opératoires. Oui, je vous donne. Ça ne veut pas dire ça nous indique la fumée. De toute façon, c'est pas bon, l'épreuve, je trouve une forme de clinique pour surveillance. C'est le même raisonnement. Donc, évaluation, on a un terrain particulier, prise en charge, post-opératoire, on a des éléments particuliers et détection et prévention de certaines complications. Concernant le examen de l'usage qu'on a passé, on a eu des CCS sur des objectifs de secours. Alors, la
Là, l'objectif, décompensation de diabète, décompensation de cataracte, infection du site opératoire. On n'a pas besoin de mots techniques. Voilà. Oui, monsieur. Un titre qu'on présente. Je connais qu'un titre. أبو حماد كما تو. Oui. أي حاجة présente. Oui, les gars. Madame 10. Présent, حاجة.